Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez profité de vos vacances. Ce fut le cas pour moi, mais cela dit, c'est l'heure de rentrer pour cette nouvelle année 2023-2024. C'est la rentrée des élèves pour le trading aussi. Ça veut dire qu'on va retrouver les volumes après ces sessions estivales un peu emmerdantes, où pour la plupart, on a tous la tête un peu ailleurs et c'est tout à fait normal. C'est là où on voit donc effectivement les volumes de trading dans les marchés traditionnels s'écrouler. La même chose, hein, l'activité dans les marchés crypto, etc. Même si on l'a vu tout au courant de l'été, il y a pas mal de signaux qui invitent à penser qu'il y a toujours beaucoup de demandes dans le marché crypto et c'est pas du tout compatible avec des schémas de 2019. On en reparlera après. Pour ce qui est donc de ce qu'on fait ici, je vous rappelle, on repart pour une nouvelle session, donc 2023-2024. J'entends pas du tout changer le modèle de distribution du contenu, c'est-à-dire comme ici on est limité sur 20 minutes, j'essaie de garder un cadre très très récurrent, c'est-à-dire que chaque semaine ici on regarde les mêmes indicateurs, alors on met parfois à jour le framework quand il faut regarder un nouveau type de data, mais on essaie de changer ce framework le moins possible. C'est bien la constance de ces émissions qui est pour moi la valeur ajoutée apportée ici. L'autre chose, je vous rappelle, je ne peux rien supprimer sur TradingView. Hein. J'ai 15 minutes pour modifier les vidéos une fois qu'elles sont enregistrées. Je ne peux pas faire stop, je ne peux pas couper, découper ce que j'ai envie de mettre, pas mettre. Bref, c'est enregistré one shot. Évidemment, des fois, je dis des conneries, il n'y a pas de doute là-dessus, mais vous avez l'intégralité de ce track record et sur de nombreuses années. C'est ça qui est hyper important. Le but de ces émissions, c'est de vous montrer que la réussite dans le trading, elle vient surtout de la constance. Et cette constance, je vous la montre avec des preuves réelles. Bref, ceci dit donc, faisons-le encore et on va repartir pour 2023-24 de la même façon, c'est-à-dire créer ces frameworks de la manière la plus logique et la plus structurée possible, les appliquer dans le temps avec de l'invalidation, de la validation, bref, toujours pareil, on ne connaît pas l'avenir, ceux qui prétendent le faire sont souvent les plus gros mythomanes. Bref, donc allons-y directement, on ne change rien à la musique. Notre dashboard, celui qu'on regardait donc et qu'on va regarder encore cette année, qui pour la partie donc plutôt smart money sentiment sur la partie indice, actions, etc., marché plus tradit. Comme on l'avait prévu, on est retombé sur la zone médiane du sentiment, les 50, et on semblerait pour l'instant y trouver un support. On voit bien qu'on constitue cette forme de canal, même si on l'avait dit, on ne fait pas normalement d'analyse graphique sur le sentiment, mais on peut assez indirectement le faire parce que ça fait déjà plusieurs années que le marché est dans un état de stase un petit peu chiante, dans lequel les tendances séculaires sont un peu mises en pause, on va dire, et effectivement, on a un marché qui est très drivé par le sentiment et on a une très forte corrélation entre le sentiment et les indices de momentum. C'est-à-dire, concrètement, c'est un peu le sentiment qui drive les mouvements de prix à un peu plus court terme. Voilà. Côté crypto, et ça aussi on l'avait noté depuis plusieurs semaines, il y a une énorme dichotomie du sentiment entre ces deux marchés. Ici, on est bloqué sous les 50, hein, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire au lieu de trouver des supports à 56, ça bloque. Ça n'y a pas échappé pendant l'été, nouvelle vague de liquidation, on va regarder tout ça dans les autres éléments du dashboard. Côté calendrier économique, on démarre la session tranquillou. Okay, aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver les volumes, etc. Mais bon, rappelez-vous, une large partie des volumes est exécutée par des robots qui n'en ont stricto rien à foutre des jours de congé. Donc, ceci dit, sur le reste de la semaine, franchement, totalement inintéressant. Donc, c'est bien un retour des catalyseurs et des signaux techniques graphiques qui devraient dominer sur cette semaine de rentrée. Les autres métriques qu'on suit, overnight repo continue sa tendance baissière, donc toujours une décollecte assez lente. Et on traitera ça dans la partie peut-être YouTube où je ne serai pas limité par les 20 minutes, où on regardera les flux nets de liquidité, peut-être une analyse un peu plus poussée sur les commodités, etc. Là, on va s'en tenir donc à la mise à jour de ce dashboard pour rester dans le cadre des 20 minutes. Sinon, on va déborder et c'est pas possible. Donc voilà, on constatera ça. D'un autre point, je rappelle, ça on en avait parlé avant les vacances et c'est hyper important. Donc on a une expiration trimestrielle, donc 4 sorcières. Le 15 septembre, c'est dans 11 jours et on a toujours une très forte disparité des open interest et des skew, hein, c'est volatility skew surtout. Donc attention, ça veut surtout dire que la douleur, elle est surtout dans la liquidation des puts pour l'instant, c'est-à-dire que les market makers sont plutôt incentivisés pour l'instant, d'accord, à liquider du short. Donc il faut faire attention, d'accord, c'est plus de dire, pour l'instant, on est déjà positionné, ok, puisque vous voyez, les prix sont aujourd'hui au-dessus du max pain, mais il y a bien une raison pour ça. Hein. J'en vois plein dire, au-dessus du max pain, ça va te casser la gueule. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, justement, les IVSQ montrent que le broker, il a plutôt intérêt surtout à essayer de liquider en expiration les shorts. Voilà, on verra tout ça. Donc, plus de dire à prendre en compte. Donc, on a eu un rebond du sentiment et on a des opérations sur les produits dérivés qui tendent à pousser les brokers à maintenir les prix soit élevés, en tout cas de pas trop les baisser pour continuer d'appliquer un maximum de douleur sur les bears.
D'un côté, data point, on avait dit sur l'inflation, principal driver de la politique économique aux États-Unis, puisque la Fed persiste dans son délire de data dépendance. Mais bon, on l'avait dit, avec un peu de retard, pour ma part, je pensais que le bottom serait fait sur cette zone-là, on va dire, du début de l'été, fameux sell in May, etc. Enfin, bref, sur cette zone-là, je pensais qu'on aurait notre bottom à 4%. Sur les chiffres Trueflation, on est descendu jusqu'à 2 et on a trouvé ce bottom technique plusieurs mois plus tard, mais il semble aujourd'hui être en train de se former comme attendu, et on voit surtout, pour le confirmer, le spread entre cette donnée et la donnée plus officielle gouvernementale se réduire. Comme on l'avait dit, c'est le signe que cette décorrélation entre les deux façons de mesurer l'inflation est probablement terminée. Les deux devraient enfin tendre à converger, on va dire, vers cette zone que j'estime toujours être vers les 4%. D'un point de vue PCE, puisque ça c'est ce que la Fed regarde, et on l'avait dit, rappelez-vous, elle le regarde en rythme annuel, semestriel et trimestriel. Et ici, donc même si on a eu un léger uptick et que ça n'a pas trop plu au marché la semaine dernière, ou je ne sais plus exactement quand ça a été publié, en revanche, on voit que sur le rythme semestriel et trimestriel, on est plutôt à la baisse, toujours pour ma part des effets de base. Donc ici, c'est plus des effets statistiques qui peuvent effectivement créer des légers rebonds, ou en tout cas des maintiens des niveaux relatifs d'inflation annualisés. Donc faire attention, pour moi à court terme, c'est pas inquiétant plus que ça. On verra tout ça éventuellement dans l'émission plus spécifique. Dans les probabilités de hausse de taux, on voit bien à 93%, donc c'est très significatif. Rappel pour moi, au niveau de 80-85, c'est là que se produit le shift de marché. Donc on est large au-dessus, le marché ne s'attend clairement pas à une hausse de taux à la rentrée en septembre. Côté alt season pour les crypto aficionados, ça on va le revoir et on va en parler aussi grandement. Toujours pas de signaux ici, malgré l'été, on voit bien, on est toujours en train de trader sur le niveau historiquement bas. Ça veut dire, bon, clairement, il n'y a que Bitcoin, etc. Vous voyez, la plupart des influenceurs ne parlent que de Bitcoin, il ne se passera rien tant que Bitcoin ceci, tant que cela. Bref, comme d'hab, il réplique les schémas du passé, même si on l'a dit, le marché, il a tendance à rimer, mais alors il se répète absolument jamais. Et on a vu en plus, ce cycle n'a strictement rien à envier à 2018. Certains actifs, et notamment Ethereum, pour ne pas le citer, a atteint une maturité très largement supérieure à ce qu'il avait en 2018. C'est très loin aujourd'hui de la preuve de concept. Donc on fait attention, c'est plus un marché centré sur Bitcoin, donc attention toujours pour moi à ces narratifs qui répliquent, entre guillemets, il ne se passera rien en 2023, au mieux mi-2024 pour le démarrage du bear market, tutti quanti, juste parce que le cycle de 2019 s'était produit comme ça. Bon bref, encore une fois, pour ma part, c'est très compliqué d'argumenter en ce sens. On est loin d'une pattern quand quelque chose s'est produit 2 à 3 fois. Ok, ceci dit, GBTC très important, parce que attention, malgré le narratif centré sur Bitcoin qui me semble être un faux narratif, on ne peut pas annihiler le fait qu'on a bien ici un shift significatif hors de la zone hésitante de ces 30-33% dont on avait parlé longuement, et on s'était maintenu très longtemps en dessous. Là, on est bien maintenant en cassure de ces zones des 30, on atteint la zone des 20 avec la résolution positive du jugement face à la SEC. Qui tente à montrer ce qu'on avait dit de toute façon, c'est que la SEC a clairement dépassé sa juridiction, et là c'est même carrément donc des cours d'État, c'est la cour de New York si ma mémoire est bonne, qui a dit qu'ils étaient carrément capricieux, ce qui est assez rigolo. Enfin bon bref, c'est toujours la bataille réglementaire aux États-Unis, loin d'être finie, bien entendu, mais comme d'hab, le marché anticipera, il n'en a rien à foutre de trader ce qui est présent, le marché traite toujours le futur. En parlant par contre de marché futur, eh ben ici, voilà ce qui s'est produit durant l'été. Grosse liquidation de positions longues, encore liquidation massive, les futurs qui passent en négatif pour le funding, etc. Bref, le grand classique de la liquidation spéculative. On le voit ici sur nos open interest qui se sont littéralement cassés la gueule pour revenir sur les points qu'on n'avait pas vus depuis justement avril-mai, cette même période. Donc pour moi, on l'avait noté, cette légère regain de positions spéculatives pendant l'été. Ce qui est assez rigolo, c'est comme on le voit, c'est que des longues qui se sont fait liquider, et ça nous ramène au même niveau. Bref, on se voit, ça me permet de dire de façon indirecte, et c'est pas 100% garanti, mais on va dire, voilà, on peut faire ce raccourci pour dire, en fait, depuis le mois de mai, il n'y avait qu'accumulation de positions acheteuses, elles se sont fait liquider, on revient au point de départ, point à la ligne. Bref, donc pour ma part, mis à part un reset des positions spéculatives au courant de l'été, comme toujours des gens qui tradent avec des effets de levier hors sol. Donc, comme on l'avait dit ici, attention, le problème, c'est que vous misez sur une variable temps, c'est-à-dire que si à côté de ça, dans une période estivale, le broker décide qu'il a suffisamment de supply pour absorber toute l'offre et la demande, concrètement, il ne se passe rien, et le broker est rémunéré sur la valeur temps, c'est-à-dire tout simplement tous les mecs qui tradent avec l'argent qu'ils n'ont pas et qui doivent donc payer des frais de financement se font tout simplement baiser par le temps. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est de dire derrière, petit à petit, ces gens-là qui ont acheté et qui avaient un stop loss, admettons, ici au début, se retrouvent tout simplement avec le temps avec un stop loss qui monte, tout simplement parce que les frais de financement bouffent la marge collatérale de la position, et tout simplement, au bout d'un moment, hop, allez, on liquide tout ce petit monde, et c'est pour ma part l'élément à retenir
sur les produits dérivés de cet été. C'est-à-dire, comme on l'a vu, le sentiment a décalé à cause du momentum, mais pour ma part, c'est que des effets de liquidation de position sur les produits dérivés. Bref, pour ma part, on vient juste de revenir à l'état du marché au mois de mai, et pour ma part, les signaux techniques sont toujours très positifs, on le verra. Côté Ethereum, et ça je tiens à le noter, c'est de dire malgré la période estivale, qui est, je veux dire, réputée pour être clairement le mois d'août, normalement, tous les indices d'activité se pètent la gueule, les volumes s'écroulent dans les marchés tradis, et c'était pas supposé être différent pour les marchés crypto. On voit que non. C'est-à-dire la mesure la plus indirecte de l'activité sur le réseau Ethereum, c'est de regarder ces burns. Ce qu'on voit ici, c'est que malgré donc une période historiquement morte pour ces marchés, on a quand même de la déflation sur Ethereum. Pour moi, c'est toujours extrêmement significatif pour contrecarrer ce sentiment de le bear market, la traversée du désert, l'activité va disparaître, tout va mourir, la volatilité ne reviendra pas avant des mois et des mois sur les cryptos. Bref, on réplique 2019. Encore une fois, je l'avais dit, 2019, c'est complètement rien à voir. En 2018, il y avait une vraie bulle spéculative, et dès 2018, je vous avais dit, on va se péter la gueule et la volatilité va disparaître, et ça en passera par ces phases de capitulation, puis de traversée du désert, avant de pouvoir éventuellement reconstruire un bear market avec les bonnes valeurs. Là, c'est totalement différent. On n'est pas du tout passé par un effet de bulle, etc. Par contre, ce qu'on a eu, c'est un marché d'over-leveraging, de mecs qui nageaient le cul à l'air, les FTX et tout ça. Et je ne les ai pas vus venir du tout. Et ce qu'on a eu en revanche, ce sont des liquidations de ces positions marginalisées, de gens qui ont juste anticipé le futur un peu trop vite avec l'argent des autres en plus. Donc pour ma part, c'est vraiment rien à voir avec la nécessité psychologique de cette traversée du désert, etc. Et d'autant plus, c'est confirmé par des data on-chain qui montrent que l'activité n'a absolument pas baissé, alors qu'elle aurait dû, si on était bien à l'aube d'une traversée du désert. Donc j'argumenterai tout ça dans la vidéo séparée sur YouTube, mais je tenais à le préciser quand même ici. Parmi ces indicateurs d'activité, on le voit encore, les layers de jeudi. Désolé, dans la période qui devrait être juste crash de partout, vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Ça continue de monter sur l'activité des layers 2. C'est toujours les mêmes en tête. Très intéressant pour ma part. Je note quand même un peu trop de hype au niveau de Base. C'est-à-dire que, effectivement, ça joue la com sur le dernier des arrivants. Je pense qu'il y a clairement du potentiel sur Base, mais je pense par contre qu'il y a aussi beaucoup trop d'effets marketing. Donc attention encore une fois à ne pas vous faire avoir par ces éléments-là. Regardez toujours on-chain. Pour moi, l'activité qui spike et qui s'écroule derrière, c'est pas vraiment très très bon signe. Par contre, de côté validateur, on est toujours sur la même tendance. Ce qui m'intéresse, c'est donc ce crossover qu'on devrait avoir vers la moitié du mois d'octobre, voire novembre, qui devrait stabiliser pour ma part le validateur set d'Ethereum à peu près, on va dire, 22-23%. Mais rappel, il y a énormément d'Ethereum qui sont comptés dans le circulating supply alors qu'ils sont juste perdus à tout jamais. Donc je dirais qu'on est à peu près sur du 25% d'Ethereum staké aujourd'hui par rapport au supply réellement disponible. Donc c'est quand même relativement significatif. Un quart du réseau est staké. Mes projections tendent à donner un niveau de stabilité dans les prochaines années autour de 30%, pratiquement un tiers du network. Donc je pense qu'il y aura encore des suivis sur ces tendances, même si pour ma part la première vague devrait se terminer comme ça. Et on le voit bien, donc elle tente à se profiler vers la fin d'année. Voilà, petit coup d'œil sur mon portefeuille pour ceux qui l'avaient posé la question. Franchement, il ne s'est rien passé pour ma part cet été, à part les baisses de prix, dont j'ai strictement rien à foutre. Je vous le rappelle, pour la plupart, ce sont des investissements qui visent des targets bien lointaines et qui, pour la plupart, ont des invalidations temporelles au minimum l'année prochaine, voire clairement, ce sont des stops à zéro pour une large partie d'entre elles. Donc, clairement, pour ma part, rien à foutre des baisses de prix, ça n'a rien changé sur mon portefeuille. La pondération, comme vous voyez, reste significativement la même comparé à ce qu'il y avait au début de l'été. Donc pas de changements fondamentaux à ce niveau-là. Allez, on revient vite sur les graphiques parce qu'on est déjà 13 minutes, je me bouge. Donc S&P 500 va faire très simple, on est toujours dans la zone hebdomadaire résistante sous des niveaux qui pour ma part ne peuvent pas catalyser d'achat, raison pour laquelle je continue de rester en revanche acheteur sur mon portefeuille action, avec là c'est du stock picking, j'achète pas le S&P 500, et en revanche donc je préfère me couvrir sur le S&P 500, toujours dans l'objectif d'un potentiel rebond sur le RSP SPX qui m'offrerait donc dans ce cas-là de bonnes opportunités de hedging avec éventuellement donc une repondération au sein de l'indice avec peut-être des grosses valeurs qui se feraient un petit peu démonter ou en tout cas qui seraient moins recherchées qu'elles ne l'ont été sur la première partie de cette année. Pour l'instant, on voit que c'est toujours pas validé. On a des signaux techniques qui corroborent le fait qu'il ne faut absolument pas suivre cette tendance de concentration des flux, mais par contre, pour ma part, pas de validation à ce niveau-là. Donc j'attendrai un rebond vers les zones moyennes, là où pour ma part, évidemment, take profit obligatoire sur les stratégies de couverture S&P. Évidemment, donc je dis, je couvre S&P et je fais pareil sur le DAX, mais je détiens certains des composants de l'indice. C'est évident de comprendre ça aussi. Voilà. Donc, mis à part ces stratégies de couverture.
Sur le reste, donc au niveau indiciel, pas grand-chose à noter. On refera un point dans la vidéo YouTube, parce que j'ai clairement pas le temps ici, sur tous les autres, donc GNK, etc., niveau de liquidité, courbe de taux, on verra tout ça dans la partie. Pareil, je saute volontairement ici le point sur les comos et les métaux précieux, même s'il y a pas mal de choses à dire, je garde ça pour YouTube ou peut-être les semaines prochaines quand il y aura des mouvements. Donc sur le S&P, on va dire pour moi en général, toujours dans ces zones résistantes. Comme je vous l'avais dit, j'avais couvert le portefeuille sur ces zones-là, récupéré des profits. Je réinvestis comme je l'avais prévu ces profits sur les zones résistantes avec des stops plus larges que sur la première position et je ne réinvestis que les gains. Ça veut dire que les tailles de position ici sur mes reprises vendeuses sont inférieures à ce qu'elles ont été précédemment. Tout simplement. Voilà. Je gère ça évidemment sur les UT de plus court terme, mais je pense qu'on aura le loisir d'en reparler dans les émissions du mercredi où on traite les UT de flux, puisque c'est là en l'occurrence que pour ma part je me positionne. Voilà. Revenons vite aux cryptos, donc sur les 5 dernières minutes. Donc Bitcoin, comme on l'a vu, la liquidation assez visible, le gros maraboutou rouge qui fait suite au vert qu'on avait vu avant. On est toujours sur la même zone de prix. Donc comme je l'avais dit, pour moi c'est vraiment ce retour sur la zone de mars-avril. En soi on trade exactement les mêmes prix ou plus ou moins, toujours dans la même zone. Rien n'a bougé, si ce n'est qu'on avait accumulé des positions spéculatives pendant l'été, qu'apparemment, vu les liquidations entièrement bullish, c'était clairement 80% de positions haussières qui étaient accumulées. Le broker a joué la montre pendant la saison estivale, liquide tout ça à la fin. Bref, autrement dit, il n'y a absolument pas de signaux baissiers. J'en vois plein dire double rejet sur la zone des machins, ça veut dire qu'on va terminer l'année tout en bas, traverser du désert 2019, tutti quanti. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas de facteurs on-chain qui contredisent totalement ce truc-là, qui montrent qu'on a fait un bottom en excès ici, similaire à ce qu'on avait connu dans les bear markets précédents, alors qu'on n'avait absolument pas de baisse d'activité des réseaux à l'époque, je vous rappelle. Ici, les networks tournaient encore à plein régime. C'était bien le signe qu'on avait affaire à quelque chose de nature différente et j'avais bien argumenté à l'époque. Les vidéos sont là pour le prouver, je ne peux rien supprimer pour dire ça n'a rien d'un bear market. C'est un marché en liquidation qui va chercher énormément de dévalorisation dramatique et quand on va se retourner, on passera de baissier à haussier, je l'avais dit, évidemment sur les bons actifs. Bon, pour les alts, c'est toute la problématique du moment, c'est que ça n'est pas le cas. Une large partie des alts se sont fait démonter, même pour moi certains. Bon, la question se pose donc, est-ce qu'il n'y a que Bitcoin, Ethereum ou les altcoins? Cette question, j'ai essayé d'y répondre déjà dans une émission YouTube et on reviendra là-dessus dans la semaine si je peux l'enregistrer. Parce que ça reste la thématique centrale. Je pense qu'ici, il y a énormément de narratifs de gens qui jouent à copier-coller sur des trucs qui n'ont franchement pas plus de 3 occurrences, donc ce n'est pas des patterns. Et ça me paraît très dissocié de la réalité par rapport à d'autres fondamentaux visibles et qui ne dépendent pas de moi, qui contredisent totalement ces similarités avec la période de 2019. Sur le cycle précédent. Voilà, donc on verra évidemment. Pour moi, je vous l'avais dit, j'ai tradé sans hésiter ces replis puisque je les attendais sur les UT de flux qu'on traitera mercredi. Et pour ma part, mis à part ça, je ne fais plus rien. C'est-à-dire, j'ai remis en place des positions spéculatives. Elles sont très simples. C'est-à-dire, pour Bitcoin, l'invalidation se situe sur le creux précédent. C'est ni plus ni moins que la stratégie de flux qui est documentée. Ce n'est pas moi qui choisis. Je suis une stratégie bête et méchante qui ne peut absolument pas être perdante sur une centaine de trades, mais ça garantit absolument pas la réussite sur ce trade. Je remets les choses à leur place. Pour moi, les stratégies de flux, c'est absolument tout, sauf de l'émotionnel et de l'ascendant envers le marché. Je m'en fous total. C'est de dire, moi, je suis des schémas et dès qu'ils sont là, je fais. Dès qu'ils sont pas là, c'est pas grave. Et sur 100 trades, ça ne peut que gagner de l'argent. Donc attention, ça ne veut pas dire, je suis super chaud, ça va forcément marcher. Je m'en fous. C'est juste de dire, j'ai le setup, je le trade, point barre. Je l'attendais, ce setup, je l'ai, j'expose, point barre. Les stops de ces stratégies sont simples, c'est sous le point bas du deuxième flux. Donc pour ma part, maintenant, si on veut aller chercher de nouvelles liquidations haussières, c'est là que se trouvera la liquidité, y compris mes stops, et encore une fois, je ravalerai ma petite fierté si c'est là qu'on va. Ça veut dire Bitcoin, prochain move, c'est soit sous les 20 000 pour aller liquider les poches de boules sous ce deuxième flux, sinon tout simplement, ça va être liquider les bears en allant rechercher toutes les liquidations, puis derrière, je vous le rappelle, il n'y a absolument aucun supply, donc ça veut dire si on a des shorts qui sont obligés de se racheter et qu'il n'y a pas de long ou qu'il n'y a pas de supply, qu'est-ce qu'on fait? C'est obligé, on fait monter les prix. Pour ma part, je maintiens toujours que le territoire d'arrivée de cette fin d'année et le minimum pour moi pour le Q1, Q2 de l'année prochaine, c'est de retourner à la neutralité si même on n'avait pas de démarrage de bull market. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher en fait de repasser par la zone des 40 000 $. Peut-être que début de l'année prochaine, mais pour ma part, je ne suis pas baissier et je ne valide pas ces scénarios de on va tous casser la gueule. Bon, peut-être que j'aurais tort, je l'avais dit. À ce stade-là, je m'en fous un peu. Une large partie de mon portefeuille est exposée à moins long terme et ne prend pas en compte ce risque-là. Par contre, il y aura dans ce cas-là une gestion du risque à faire mi-2024
avec potentiellement des changements de pondération sur certains actifs, si on devait aller effectivement dans ce scénario de traversée du désert. Sinon, pour ma part, c'est peu importe avec la vitesse, je m'en fous, mais je pense qu'on aura du mal à aller ailleurs que 50% de retracement, 40 000 $ sur Bitcoin, et la question tiendra donc de qui, chez les altcoins, pourra s'en sortir. J'essaierai de répondre en un peu plus de détails avec la data qui nous a été apportée ce week-end, cet été, dans une autre émission YouTube faisant suite à celle qu'on avait fait juste avant que je parte en vacances. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable semaine de trading. On se retrouve, nous, pour mettre à jour ces trucs-là la semaine prochaine, comme on l'a fait ici, mercredi sur les UT de court terme, l'émission review. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.